Donc là, on rentre dans un petit temps d'échange où vous pouvez utiliser les petits papiers blancs que vous avez eus sur vos tables pour faire passer des questions aux intervenants et intervenantes. C'est la première. C'est la première. J'emploie quelqu'un à l'URSSAF, que je n'ai pas. Et la dernière fois, il me dit, comme j'ai travaillé 8 heures chez vous, j'ai plus les allocs. Alors moi, j'y comprends rien, donc ma demande, c'est sur quel site je peux regarder où en est la législation sur les allocations qu'on donne aux chômeurs, puisque ça change tout le temps, il y a tout le temps des lois. Moi, je n'arrive pas à suivre. Alors, si l'un de vous peut me donner le site sur lequel je vais pouvoir me renseigner et aider mon jardinier à avoir un petit dessous, moi, je ne peux pas l'utiliser plus que 8-10 heures par mois. J'ai quand même pas. Voilà. Moi, je fais ça pour aider, mais si ça doit lui enlever les allocs, qu'est-ce que je fais? Voilà, c'est la première question. Moi, je veux bien faire le jingle, mais je laisse à mes camarades le soin du conseil juridique. Alors, en fait, je ne sais pas si j'ai le site idéal parce que les sites, en fait, le problème des sites aujourd'hui, c'est qu'ils renseignent très peu sur les droits. Ils vous disent juste comment vous brancher pour accéder à vos droits et comment faire des démarches de simulation, comment faire, voilà. Par contre, en fait, souvent les gens qui sont au plus bas revenus, c'est-à-dire qui vivent des revenus minimums, ne peuvent pas cumuler avec d'autres revenus, parce qu'en fait, leurs revenus sont réévalués tous les 3 mois, et les moindres ressources qu'ils déclarent leur sont enlevées après. En fait, on parle de minima sociaux, mais nous, on appelle ça des maxima sociaux, parce que quand vous êtes au RSA, vous ne pouvez pas toucher plus que 500 € par mois, enfin 537 € par mois quand vous êtes une personne seule. Et du coup, si vous travaillez quelques heures, ça vous est retiré du RSA quelques mois plus tard. Donc les gens aiment mieux ne pas déclarer. Alors s'ils déclarent pas, ils risquent d'être pris, donc ils vont être fraudeurs, ou alors ne pas être payés. Enfin voilà. C'est moi qui serais. Non, c'est voilà. Mais après, voilà. Mais c'est ce qu'on appelle les politiques d'activation, en fait, ou de. Voilà. Tout en sachant qu'il y a bien une violence institutionnelle toujours forte et difficile à résoudre dans ce qui est ce calcul des seuils, c'est-à-dire à partir de quel moment on a un avantage, à partir de quel moment on le perd, avec cette obligation malgré tout de raisonner en termes de seuil et le sentiment de tiraillement, d'écartèlement et parfois de violence que ces seuils, qui ont quand même une part d'arbitraire claire et nette, peuvent produire. Quoi. Donc ça, mais les plus pauvres sont, ouais, tout à fait. sont les plus condamnés. Oui, tout à fait. Salut, j'ai toute une série de questions autour de la non-violence, de la nécessité de se dire non-violent. Votre organisation se déclare-t-elle comme étant non-violente, d'une part, et beaucoup de nos concitoyens sont hostiles à la violence, mais pour autant, comment éviter que ces personnes, comment inviter ces personnes à se dire non-violents, à revendiquer en fait une attitude, un comportement de non-violent. Donc ça, ce serait une première question, je vous laisse méditer. Et puis aussi, donc, on constate un durcissement dans le mouvement des luttes écologistes sur le terrain. Le rapport à la violence évolue. Quid de la soi-disant complémentarité violence-non-violence? Est-ce que c'est compatible ou pas aujourd'hui? État des tensions au sein des mouvements, dans les stratégies des luttes. Et quels seraient les conseils clés pour continuer de militer malgré les répressions montantes? Donc ça, c'est plutôt une question pour Sylvine. Et une petite question pour la CGT. Allez hop! La CGT veut-elle toujours une alliance écologique et sociale? Voilà, j'en ai d'autres, mais je vous laisse déjà répondre. Oui, notre organisation se réclame une organisation non violente. Nos modes d'action sont des modes d'action non violents, comme je l'ai dit tout à l'heure, et nous excluons toute forme de violence, y compris à l'intérieur de l'organisation, parce que ça on ne l'a pas assez dit, mais la nature humaine est ce qu'elle est, et donc dans une société qui en tout cas génère des violences intrinsèques, forcément il y a des violences aussi qui s'expriment. On est tous traversés, y compris par des stéréotypes ou des façons qui nous sont... les modes de domination sont en nous aussi. Et donc par exemple, sur les violences sexistes et sexuelles, nous essayons de combattre aussi ces violences au sein de l'organisation. Donc nous sommes une organisation non violente et nous prenons des modes d'action non violents
Mais ça, je ne dis pas que c'est dans les débats sur les stratégies de lutte, ça ne vient pas à un moment donné. Quand on en est à la Xème journée de mobilisation, ça a été dit tout à l'heure, on a Xème journée de mobilisation, de manifestation. Il y en a qui nous disent, oui, mais maintenant, il faudrait passer à l'échelon supérieur, entre guillemets, il faudrait envisager de casser, etc. Ce n'est pas notre mode d'action. Voilà. Et nous condamnons toute forme de violence dans l'action, tout en condamnant, bien sûr, le contexte violent que j'ai donné tout à l'heure. Sur continuer de militer, ça a été dit plusieurs fois. Moi, je pense que notre credo, ça doit être celui de l'optimisme. Ce qu'on essaye de nous faire dire et de nous faire croire, c'est que nos modes d'action ne servent à rien. Or, ils servent. Ils jouent incontestablement un rôle positif. Une moindre manifestation, je suis entièrement d'accord, une moindre manifestation, une moindre mise en grève, elle sert. Elle permet de faire changer les données du débat. Bien sûr, pas assez vite, pas assez fort. Mais en tout cas, nos actions imbibent la société. En tout cas, elle permet de toute façon d'être transformée dans un sens d'être transformée beaucoup moins vite que ce que voudrait le camp réactionnaire, parce que voilà, c'est deux camps qui s'affrontent. Il y a les réactionnaires qui voudraient revenir à une situation beaucoup plus dure, une société beaucoup plus violente, avec moins de droits pour tous, et ce que l'on fait en commun permet quand même de maintenir un certain niveau d'accès aux droits, d'égalité, de maintenir quand même une certaine égalité, même si encore c'est loin d'être ce qu'il faut. Et puis sur l'alliance écologique et sociale, notre dernier congrès confédéral a dit qu'on ne faisait plus partie du collectif. Voilà. Néanmoins, les combats sociaux sont éminemment liés aux combats écologiques. Et nous menons des combats écologiques. D'ailleurs, on a eu un colloque à la CGT, d'ailleurs, à laquelle on a fait venir un certain nombre de candidats politiques sur l'industrie et les enjeux écologistes, les enjeux écologiques. Ce sont des batailles qu'on essaye de mener ensemble, et on a des relations avec les organisations. Donc, est-ce qu'on demain on se remettra dans un collectif? Je ne sais pas. En tout cas, la façon de s'inscrire dans ce collectif tel qu'il avait été fait à un moment donné n'a pas convenu aux délégués du dernier congrès. Voilà, il faut l'acter. On a besoin de mieux se parler à l'intérieur de cette organisation pour que les enjeux écologiques et sociaux ne soient pas vécus comme des oppositions. On a besoin de travailler, y compris les oppositions, mais aussi les contradictions qu'il y a entre les enjeux sociaux et les enjeux écologiques. C'est une période très complexe à ce niveau-là. Pour autant, on ne peut pas dire que notre organisation n'a pas progressé sur le point de vue écologique. Elle progresse, mais voilà, il y a des débats qu'on a besoin de pousser. On avait cette semaine des assises sur le transport. Je peux vous dire que les débats, ils n'ont pas toujours été simples, voilà, dans la journée. Mais pour autant, mener les débats, c'est déjà faire un pas vers ces combats en commun. Est-ce qu'on se dit aussi un mouvement non violent? Je crois que oui. Mais on a une recherche internationale. On avait fait une recherche internationale en 2012 qui s'appelait La misère et violence, rompre le silence, chercher la paix. Donc c'est vrai qu'on a plutôt utilisé dans notre mouvement le dire de chercher la paix. Et je pense, et c'est à la fois la paix des personnes en situation de grande pauvreté qui sont soumises à cette violence et qui ont beaucoup de mal à retrouver cette paix, et aussi la paix qu'on peut construire ensemble contre la violence de la misère, et que justement la paix soit pas un privilège de riches, mais bien pour tous aussi. Et je peux juste vous lire un petit témoignage. Donc, je cherche à travers les autres une paix intérieure surtout, parce que la paix, je ne l'ai pas en moi-même, parce que tout ce qu'on vit remonte en surface. La souffrance de notre enfance, déchirée de ses parents, de sa famille, de ses frères et sœurs, nous interdisant de se rencontrer. J'apprends à me contrôler pour essayer d'avoir la paix intérieure et aussi donner cette paix. Faire comprendre au gouvernement que s'ils étaient un peu plus justes envers nous, s'ils nous entendaient, ils nous comprendraient, il n'y aurait pas cette haine ni cette violence. C'est à eux de faire le premier pas pour que la paix revienne. Voilà, c'est une des militantes du Nord qui veut dire ça. Je prends.
Alors, les deux mouvements dont j'ai parlé, Greenpeace et Action Justice Climat / Alternativa, sont clairement deux mouvements non violents. C'est écrit dans la charte, donc ça fait partie de l'ADN de ces deux mouvements. Et moi, je me dis militante radicale non violente, donc c'est très clair. Après, je précise juste que ma parole aujourd'hui, elle est à mon nom perso, je ne parle pas pour les organisations. Alors, la question sur la diversité ou complémentarité des tactiques, elle est très intéressante. Plusieurs points. Il faut toujours redéfinir ce que c'est que la violence. Dans les différentes organisations, on a un cadre d'action. Dans chaque orga, on décide jusqu'où on peut aller. Et il est différent, en fait, dans les organisations non violentes. Pour Greenpeace, par exemple, on ne va pas pratiquer la grève de la faim et la grève de la soif, ce qui pourtant fait tout à fait partie du répertoire de l'action non violente. C'est quelque chose qui a été utilisé par Thomas Braille sur la 69 l'année dernière, je ne sais pas si vous vous en souvenez. La tactique du sabotage, telle que l'ont pratiqué les militants de Sainte-Soline, c'est tout à fait quelque chose qui rentre en réalité dans le cadre d'action d'AJC comme de Greenpeace. Ce qui va nous différencier, c'est que quand on fait nos actions, et Alain le rappelait tout à l'heure, on les fait à visage découvert, on porte un message clair et public, et c'est une des choses qui peut faire la différence. Néanmoins, donc moi j'ai des différences de tactique avec certains militants écolos. Néanmoins, jamais dans mes discours et dans mes axes, je n'ai jugé le choix stratégique d'autres organisations, et j'invite à ne pas le faire parce que c'est pas très fructueux. Après, on peut décider ensemble de ce dans quoi on s'engage. Et avant de partir justement en mobilisation, nous, on part jamais en mob sans s'être mis autour de la table et sans être au clair en fait sur le cadre d'action. Voilà. Et si on n'est pas OK, on se retire. Et voilà, les autres peuvent le faire, il n'y a pas de souci. Mais ça, c'est très clair. Et du coup, dans tout ce qui tourne autour de la complémentarité, de la diversité des tactiques, je pense qu'il faut faire attention. Parce que souvent, il y a un flou, en réalité, qui est entretenu sur ce qu'on va faire pendant l'action. Et ça, moi, je trouve que c'est pas correct. Je trouve que c'est une prise en otage, en réalité, des militants et des militantes sur le terrain, et que souvent, ça les met en danger. Et je pense qu'il faut demander à ce que les lignes soient claires et savoir jusqu'où on veut aller et que chacun agisse en conscience avec les risques juridiques. Je vous disais, la désob, les actions, ça peut nous emmener très très loin. Il peut y avoir des risques physiques et aujourd'hui, en plus, avec la répression que je vous disais, et des risques légaux importants. Donc il faut savoir dans quoi on s'engage. Donc attention à ça, attention à ce discours de flou, et un flou qui est souvent entretenu. Et je pense qu'il faut le dénoncer et être très clair sur nos lignes. Après, chacun gère comme il le souhaite. Après, est-ce qu'il faut se brandir et dire qu'on est militant non violent ? Pas du tout. Enfin, c'est pas, et tu le disais, c'est pas un dogme. Nous, on a choisi ça, et moi j'ai choisi ça comme stratégie de lutte parce que c'est ce qui me semble être efficace et que j'ai besoin de cohérence. Mais je ne le brandis pas comme ça. Là, on est sur un forum, les 50 ans du MAN, mais c'est pas quelque chose que j'affiche. C'est très clair pour moi, mais c'est pas quelque chose que je brandis. Et je ne juge pas les autres. Et après, qu'est-ce que je voulais ajouter ? Oui, et quand même, ce qui fait aussi la différence, parce que la différence. Il y a une question sur la complémentarité. Je pense qu'il faut faire aussi attention. Enfin, rien n'est posé et les choses se réévaluent en permanence. Il n'y a pas de loi générale. Pour les deux mouvements là dans lesquels je milite, en fait, il est très clair que ça n'est pas possible d'avoir une action, alors on va dire violente, qui irait loin et qui ne serait pas assumée, on va dire, et une action non violente sur un même terrain et en même temps. Ça, on est très clair que ça ne fonctionne pas. Pourquoi ? Parce qu'on sait du coup que le message est brouillé. On sait qu'il va y avoir de la répression policière. Si vous avez 10 personnes qui jettent, je donne un exemple comme ça, mais jettent un caillou sur les forces de l'ordre, la répression du coup va se mettre en place. Vous pouvez avoir seulement 10 personnes qui pratiquent ça et 30 000 personnes derrière. La manifestation va partir en sucette. Voilà. Donc il y a une prise d'otage clairement des militants non violents. Donc il y a bien une attention à avoir sur le fait qu'en un même temps et en un même lieu, c'est pas possible. On a souvent ce truc, ce parallèle avec la menthe à l'eau. Le fait dans un verre d'eau, de mettre une petite goutte de menthe à l'eau qui va colorer en réalité tout le verre, pour faire un parallèle avec le fait que on est une tactique, alors on va dire donc violente, mais vous avez compris qu'il faut bien définir ce que c'est que la violence et qui va du coup entacher tout le reste. Perso, moi je trouve pas ça très juste, donc il faut se mettre d'accord en premier lieu.
Donc voilà pour la diversité. Et l'autre question, c'était sur la répression, mais je ne sais plus exactement le sens de la question, mais ce que je disais tout à l'heure, en tous les cas, c'est que oui, elle monte. Il faut l'avoir en tête. Alors, notre temps de parole est très très court, mais il faut faire attention parce que on parlait de bataille culturelle, l'extrême droite est quand même, et le camp réactionnaire est quand même en train de gagner. Quand Darmanin sort un terme comme écoterroriste, j'en ai pas parlé, mais en fait tout ça c'est tout à fait stratégique. Et il a sorti le mot d'écoterroriste juste avant Sainte-Soline. Et on savait exactement en réalité comment ça allait se passer 3 jours avant. Donc il faut quand même aussi regarder le truc en face et ne pas tomber dans les pièges. La violence, c'est un piège en fait, très souvent tendu par les forces en face. Et c'est ce que Yvette disait en fait, qu'ils ont peur. Et c'est qu'en réalité on marque aussi des points. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Donc la répression, elle est forte, mais c'est aussi parce qu'on dérange, donc on va continuer, néanmoins on va s'adapter parce qu'on n'a pas envie de se faire défoncer non plus. Il faut quand même poursuivre les alliances parce que je poursuis avec l'AES, bon du coup la CEGET n'est plus dedans, mais on a besoin pour la suite et donc dans les différentes luttes de s'allier parce qu'on a besoin d'un mouvement social fort et de gagner des batailles ensemble. Donc ça là-dessus il va quand même, voilà, il va falloir qu'on travaille toutes et tous ensemble et dans les différents champs. Et juste, je finis là-dessus. Il y a plein de mouvements en réalité, donc interluttes, qui sont non violents, mais qui ne le brandissent pas. C'est juste aussi pour le dire. Il y a dans le mouvement antiraciste le comité Vérité et Justice pour Adama, en fait, tout ce qu'ils déploient comme tactique, ça fait partie d'une stratégie non violente. Ils vont jamais le brandir comme ça. Voilà. Donc il faut aussi remettre les choses à leur place, mais on a besoin de clarté, en fait. Il y a vraiment ça au cœur de cette stratégie-là, et je pense qu'on a besoin de ça dans les luttes. Il y avait dans la question, il y avait est-ce qu'il y a des tensions ? Enfin, il y avait le terme tension, en fait, dans la question, je sais pas qui l'a posé, mais oui, on peut s'accrocher en fait aussi dans les différents mouvements parce que justement il y a des accords et parfois, en plus on n'est pas forcément tous formés à l'écoute active et à se respecter dans sa parole et à ne pas juger l'autre. Donc ça peut, il peut y avoir des tensions, mais encore une fois, je pense que il faut pas se juger. Il y a beaucoup de, tout peut être utile. Donc voilà, continuons d'avancer ensemble avec parfois aussi des tactiques qui sont différentes, mais clarifions aussi nos lignes et sachons. Voilà, je m'arrête là, je vais être trop longue. Oui, rapidement, oui. Juste, moi, à l'inverse de ce que vient de dire ma collègue, j'ai éprouvé le besoin de, quand on a construit la chaire UNESCO, de brandir justement la non-violence. C'est-à-dire que finalement, la non-violence, quand on a parlé de cette chaire intervention sociale non-violente, il y a beaucoup de partenaires qui ont soutenu le projet, mais qui m'ont dit, ouais, mais ton terme de non-violence, de non-violente, ça nous dérange, pourquoi tu veux appeler ça non-violence? Et ça posait problème, en fait. Et j'ai tenu, justement, à afficher ce terme d'intervention sociale non-violente, pour au moins une raison, c'est-à-dire que les gens qui me faisaient ce reproche, c'était finalement le reproche que quelque part on oubliait la dimension politique et autres, alors que derrière cette idée de non-violence, ça m'a permis de réaffirmer la dimension politique, là où on pouvait parler de bientraitance, d'accompagnement, de bienveillance, tous ces termes-là, mais qui passe à côté de la dimension politique. Donc pour moi, il y avait un enjeu fort de rappeler la dimension politique et qui va avec la transformation sociale et juste sur la complémentarité des luttes et des causes. Je termine là-dessus, c'est que penser la complémentarité, ça veut dire qu'on a une idée claire et qu'on arrive à simplifier les processus pour savoir qui a pu, de quelle manière c'est complémentaire et tout. Pour moi, en tant qu'universitaire et chercheur, cette idée de complémentarité, elle est incompatible avec la complexité des processus et des mouvements sociaux. C'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher à savoir ce qui est complémentaire ou pas et autres. Il faut simplement se dire, voilà, on fait qu'est-ce qu'il y a eu de l'efficacité, qu'est-ce qu'il n'y en a pas eu, c'est grâce à qui que... Non, ça pour moi, si vous voulez, on n'y arrivera jamais, en tout cas d'un point de vue de la complexité de la recherche universitaire, c'est quelque chose qui est indémêlable. Donc à ce moment-là, ce qui reste, c'est le pari, c'est l'option de conviction et c'est les modalités qu'on estime les plus efficaces en conformité avec l'éthique personnelle ou collective du mouvement auquel on se rattache. Mais c'est très compliqué de définir la complémentarité parce que ça voudrait dire qu'on est clair sur les causalités, sur les conséquences, et ça, à mon avis, sur des choses sociales et des mouvements sociaux, c'est très complexe à mettre à jour, quoi. Merci beaucoup. Alors,
On voit que le temps a filé, mais que c'était très intéressant vos réponses. Simplement, du coup, comme il y a eu d'autres questions qui ont été posées, on va juste avoir le temps d'en citer quelques-unes pour partir avec ces questions et qu'elles soient formulées et qu'on les ait en tête, qu'on puisse y réfléchir si on le souhaite. Moi, je vais en lire 3 et j'invite Marion, qui a d'autres questions, à pouvoir en lire encore 2 peut-être pour partir avec ça. Comment la non-violence peut-elle fonctionner face à l'individualisation de la société si elle s'appuie sur le collectif ? Comment rester non-violent quand on subit la guerre dans son pays ? Il a été évoqué l'importance des groupes de pairs pour favoriser un développement du pouvoir d'agir. Je pense à la posture d'allié développée dans les groupes de lutte non discriminante. Serait-ce à développer ? Comment peut-on avoir accès à la non-violence quand on est une personne opprimée, lorsqu'on doit toujours être en lutte ? Est-ce que le concept de non-violence est-il un concept de personne privilégiée ? La non-violence a été efficace dans les luttes auparavant, mais au vu de la progression de la répression étatique, face à l'angoisse des jeunes, le défaitisme, est-ce qu'elle est toujours pertinente aujourd'hui ? Pour continuer l'échange avec ça, il n'y a pas d'autre choix que de s'engager dans les mouvements présents ici et actifs pour la non-violence et de continuer à rester en lien après ce colloque. Là, il va y avoir une petite pause un gros quart d'heure. Je laisse Serge préciser peut-être. Oui, merci. Je pense qu'il est temps maintenant de se lever. Et il est 16 d'après la pendule. On se retrouve à 35. D'accord ? Ça nous fait un bon quart d'heure, 20 minutes.